Alors, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des forces, invisibles, qui façonnent notre comportement. C'est hyper tentant de se dire que notre psychologie, c'est juste une affaire purement intime, personnelle, ou même génétique, pas vrai? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer une théorie carrément vertigineuse. On est au croisement de l'anthropologie, de la psycho, et même de la thermodynamique sociale. Bref, on va regarder l'histoire des sociétés humaines sous un angle complètement différent. Du coup, ça soulève cette énorme question. Est-ce qu'on choisit vraiment qui on est, ou est-ce qu'on est, au fond, sélectionné par notre civilisation? C'est le genre de question qui bouscule un peu notre bonne vieille illusion du libre arbitre absolu. Et si la culture dans laquelle on baigne, c'était pas juste un décor, mais un gigantesque filtre invisible, une sorte d'ingénierie silencieuse qui va privilégier certaines architectures mentales et en écraser d'autres? C'est exactement le mystère qu'on va essayer d'éclaircir. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier grand concept, l'écosystème psychique. Bon, pour être clair, l'idée que la société nous influence, c'est pas tombé du ciel ce matin. De grands penseurs ont déjà largement défriché le terrain. On a l'anthropologue Ruth Benedict avec sa personnalité de base, ou encore le sociologue Pierre Bourdieu avec son fameux habitus, c'est-à-dire cette façon dont la culture s'imprime littéralement dans nos réflexes et nos postures corporelles. C'est super intéressant, hein. Mais ils ont peut-être loupé la dimension la plus profonde, la vraie dynamique évolutionnaire qui tourne en arrière-plan. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la thèse, le milieu de sélection psychique. En fait, la culture ne se contente pas de nous dicter des comportements en surface. Elle agit comme un véritable écosystème naturel. C'est un assemblage de normes, d'interdits et de rites qui va récompenser certains profils humains et en marginaliser d'autres. Imaginez ça comme un filtre évolutionnaire géant qui stabilise des profils très précis. Et le but ultime de tout ça, c'est de maintenir la cohérence et l'énergie de la civilisation elle-même. Ce qui nous amène logiquement à la mécanique de la sélection culturelle. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre comment ça marche en pratique. La culture, c'est pas un bloc rigide. Elle n'impose pas un profil unique ou un destin tout tracé. Des personnalités atypiques, il y en aura toujours, et heureusement, vu que ce sont souvent elles qui font muter le système. En réalité, la culture, c'est plutôt un distributeur de probabilités. Elle va modifier subtilement les règles du jeu pour rendre certains traits psychologiques tellement avantageux qu'ils auront beaucoup plus de chances d'émerger et de se reproduire socialement. Passons à du concret pour bien visualiser tout ça. Regardons les profils historiques. Le contraste est frappant quand on fouille un peu dans l'histoire. D'un côté, prôner la culture chevaleresque au Moyen-Âge. Cet environnement exigeait et récompensait un contrôle émotionnel de fer, un courage sacrificiel et une loyauté verticale absolue. Être narcissique ou faire trop de vagues émotionnelles à cette époque, c'était l'assurance d'être mis sur la touche. Maintenant, avancez dans le temps et prenez notre culture marchande, libérale moderne. Là, c'est une toute autre espèce psychologique. On y valorise l'adaptabilité éclair, le calcul coût-bénéfice, et on carbure littéralement la stimulation dopaminergique. Ce sont deux écologies psychiques diamétralement opposées, pour deux mondes complètement différents. Et puis à cet exemple que je trouve totalement fascinant, la culture monastique. Là, on est sur une version extrême de l'écosystème. Ce milieu sélectionne de façon impitoyable l'inhibition des pulsions, une attention ultra soutenue et une projection dans un temps extrêmement long. En y repensant, plus qu'une simple organisation sociale, c'est carrément une technologie de transformation psychique conçue millimètre par millimètre pour canaliser les émotions humaines. Mais quel est le moteur biologique derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir avec la distance socio-symbolique. Pour capter la mécanique en profondeur, il faut regarder comment une société définit le périmètre du mot « nous ». En biologie, c'est connu, un organisme favorise naturellement ceux qui ont les mêmes gènes, c'est la sélection de parentèle. Mais le miracle de l'humain, son super pouvoir, c'est d'utiliser des symboles et des mythes pour étendre ça artificiellement. On arrive à transformer un parfait inconnu en un frère abstrait au nom d'une nation ou d'une religion. Ce qu'on observe ici, c'est la géométrie relationnelle de la confiance, de la famille avec une confiance maximale jusqu'à la nation. Et étendre cette confiance, ça demande une énergie institutionnelle absolument colossale. Ce qui nous propulse vers notre cinquième point, au cœur des dynamiques humaines, la confiance et la viscosité morale. Ce niveau de base de confiance, il a un impact massif sur les traits psychologiques qu'on finit par développer. Et c'est hyper important de comprendre ça. Des traits comme la manipulation, la ruse ou l'hypervigilance, c'est pas nécessairement des failles morales. Dans un environnement où c'est chacun pour soi et où les institutions sont fragiles, ce sont des adaptations écologiques totalement rationnelles pour survivre. À l'inverse, l'honnêteté spontanée ou l'empathie, ça ne peut devenir dominant que si la civilisation offre un cadre assez stable pour abaisser le coût du risque. Et ça nous amène tout droit à un concept anthropologique génial, la viscosité morale. Imaginez que l'empathie ou la confiance, c'est comme un fluide. La viscosité morale, c'est la difficulté que ce fluide va avoir à voyager à travers les fameuses distances sociales qu'on a vues tout à l'heure. Dans un système à faible viscosité, la morale circule super bien. On arrive à ressentir une solidarité universelle pour des inconnus. Mais dans un système à haute viscosité, là ça bloque. La confiance s'effondre littéralement dès qu'on quitte le cercle de la famille ou du clan.
C'est exactement pour ça que certaines sociétés ont un esprit de famille incroyable, mais sont en même temps rongées par une corruption systémique au niveau de l'État. Prenons maintenant un peu de hauteur pour observer l'évolution globale des civilisations. C'est ici que tous les fils de notre réflexion se rejoignent. Si on regarde la matrice des civilisations, on voit que chaque système forge le psychisme exact dont il a besoin, mais attention, il y a toujours un prix à payer. Le modèle tribalo-héroïque va sacrifier l'empathie universelle pour se blinder avec une cohésion militaire impénétrable. Le modèle sacralo-impérial impose une discipline hyper stricte pour s'assurer des siècles de stabilité. Et notre monde marchand, il fait exploser l'innovation technique, mais ça nous coûte souvent notre enracinement organique. Chaque civilisation s'achète ses super-pouvoirs avec ses propres pertes psychiques. Bref, la grande leçon de tout ça, c'est cette boucle de stabilisation presque thermodynamique. C'est une mécanique implacable. La culture organise les niveaux de confiance, ces niveaux filtrent et sélectionnent les esprits les plus adaptés, et en retour, ces mêmes profils vont faire tourner et renforcer la machine culturelle. Au final, nos grandes vertus et nos pires vices ne sont souvent que de redoutables adaptations contextuelles, taillées sur mesure pour garder l'énergie de notre société intacte. Et pour finir cette exploration, je vous laisse avec une question franchement vertigineuse. Aujourd'hui, on est tous plongés dans une culture numérique qui tourne à 1000 à l'heure, qui exige une plasticité identitaire folle et qui nous inonde de dopamine en continu. Si la culture est vraiment cette immense machine invisible à sélectionner les esprits, alors quel profil psychologique inédit elle est en train de forger en nous en ce moment même? La question, c'est plus de savoir quel monde on va laisser aux futures générations, mais plutôt quel cerveau on est en train d'imprimer pour y vivre. C'est le moment d'ouvrir l'œil sur ces forces invisibles, non?